Qu'est-ce que l'intimité? Je crois qu'on l'a bien défini. Tout le monde était d'accord pour dire que l'intimité, c'est ce qu'il y a de plus personnel et de plus secret en nous. Je retiendrai l'origine du mot intimité qui date de 1600 et qui veut dire ami confiant. D'ailleurs, ce matin, la confiance en l'autre, c'était quelque chose de très important pour la constitution de l'intimité. Alors, pour construire son intimité, l'enfant a besoin qu'on le reconnaisse comme une personne à part entière et non pas comme un petit homme. Il est avant tout un être qui a ses besoins propres et qui doit satisfaire ses besoins dans un entourage suffisamment bienveillant et à l'écoute. Alors, ces besoins, ils sont... Moi, je ne suis pas là pour poser des questions, bien sûr, mais apporter un certain nombre de réponses avec vous, évidemment, sur la nature et les réponses à ces besoins qui sont fondamentaux. Alors, quels sont les besoins de l'enfant et quels sont, en fonction des sociétés, les réponses qui vont y être portées? On se rend compte que depuis la nuit des temps, la conception du maternage a beaucoup changé. De l'image du nourrisson enveloppé dans des bandelettes bien chaudement soutenues, et puis avec la tête qui dépasse comme ça, jusqu'au bébé cadom arborant une nudité attractive, eh bien, ces conceptions du maternage et des soins au bébé ont bien évolué. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quelle que soit l'époque, quelle que soit la société, quelle que soit la civilisation, les besoins fondamentaux des jeunes restent inchangés depuis des siècles et des siècles. Et c'est cet aspect-là, global, structural, que nous, professionnels de l'enfance, nous sommes toujours en quête de recherche. Nous allons essayer, c'est la gageure de cette intervention, de définir le développement psycho-affectif du bébé, de l'enfant, de l'adolescent en un temps record. Donc c'est la gageure. Donc je voudrais essayer d'être synthétique. Voilà. Je voudrais vous dire que maintenant, de plus en plus, les professionnels de l'enfance, étayés par des nombreux travaux de recherche des neurosciences, il y avait un colloque pas très récent, nous éclairent beaucoup et nous font comprendre que de plus en plus, les liens existants entre l'organisation corporelle, somatique et la vie psychique de l'enfant sont très très importants. L'apport fondamental pour la constitution de l'intimité d'un enfant est le vécu de sécurité primaire qu'il va retrouver dans des soins avant tout corporels. Alors, les premières relations établies au cours de la vie de l'enfant à sa mère, mais pas seulement sa mère, son substitut maternel ou le proche, en tout cas, qui s'en occupe, sont basiques dans son fonctionnement global futur. On dit que les 3 premiers mois de la vie, bien sûr, sont très, très importants dans la constitution de sa personnalité. Donc, à l'origine, le bébé connaît une organisation homéostatique totalement dépendante de son environnement. Il trouve son équilibre dans la satisfaction de 3 sortes de besoins. D'abord, affectif, il a besoin d'être aimé, accepté, reconnu, mais il a aussi besoin de soins nourriciers, alimentaires, d'hygiène également, et il a besoin de sécurité et surtout de constance, de continuité de soins, de la rythmicité et la régularité de ses apports est très important dans le nursing. Alors, le confort corporel, la qualité de la façon dont il va être tenu corporellement par son proche est très important. Et nous, ces 2 fonctions qui sont, par exemple, nous employons des termes qui sont un peu anglo-saxons, holding, handing, nursing, mais ils veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. C'est de ces 2 fonctions, c'est-à-dire le holding qui veut dire tenir et handling qui veut dire manipulation, de ces 2 fonctions dépend la constitution du sentiment de soi. La peau devient le véhicule qui transmet ce que son entourage veut bien lui donner, et la peau devient peu à peu la délimitation
entre l'extérieur et l'intérieur. Avant de développer sa mémoire, l'enfant mémorise par sa peau les relations précoces. Et beaucoup de choses dans sa vie affective, plus tard, vont se retrouver dans ces relations précoces, archaïques. On pense aussi que la violence naîtrait d'un manque d'élaboration tactile. Donc dans les maternelles, il est important que les jeux ludiques, tactiles, soient développés, mais bien avant les maternelles aussi, les jeux avec le nourrisson, les approches, le toucher, les jeux, le hocher, etc., les peluches. On développe maintenant des matières de plus en plus douces, de plus en plus sensibles, pour que l'enfant y trouve satisfaction. Il y a évidemment les sensations tactiles, mais oui, le son, les couleurs sont extrêmement importantes. Le bain musical, la douceur des sons, tout ça a beaucoup d'importance dans le développement de sa sensorialité. Trop de simulation visuelle peut nuire, mais pas assez aussi. On est tous d'accord que le calme, les odeurs, les couleurs douces sont importantes à son développement. On parle donc de contenance. La contenance, ce n'est pas seulement la façon dont la maman va tenir son bébé, mais aussi tout ce qu'elle va lui offrir de bien-être. L'alimentation également. Alors, la question, bien sûr, la régularité, la qualité des aliments, la question ne se pose pas tellement en termes de qualité du sein, allaitement ou non par le sein, mais la façon dont le bébé est tenu lorsqu'il est alimenté. Est-ce que la maman va regarder, ou le substitut, va regarder son bébé quand elle l'allaite, quand elle lui donne le biberon? Est-ce qu'elle lui donne le sein en détournant le regard? Tout ça, ça a de l'importance. Donc, il serait simpliste de penser que la proximité physique est bonne et que la distance est mauvaise. Et là encore, nous nous rejoignons en parlant encore une fois de juste distance. Quelle est la juste distance pour que cet enfant puisse avoir cette satisfaction? Je reviens encore sur les notions de holding et de handling. C'est grâce à l'expérience de ces deux sensorialités corporelles que l'enfant va trouver son épanouissement et va trouver son sentiment d'intimité. Mais l'enfant a aussi besoin que l'on respecte son corps et son intimité. Il n'est pas un objet de plaisir que l'on manipule parce que ça fait plaisir à l'adulte. Il doit être respecté. Avant même de penser, le bébé utilise différentes voies sensorielles et somatiques pour interagir avec ses proches. Il crie, mais il se raidit ou se mollit. Il peut aussi avoir des manifestations dermatologiques. Il parle autant avec son corps. Et la communication préverbale est avant tout par le biais de ce corps-là, préalable essentiel au développement du langage. L'enfant oscille entre tension et détente. Son état de tension relève d'un degré de stimulation. L'entourage proche peut le soumettre à un excès de stimulation ou un manque de stimulation. Trop intervenir peut être tout aussi nocif qu'être trop lointain, tant sur le plan affectif qu'éducatif que pédagogique. Donc les bases de l'intimité et la constitution de la personnalité dans sa structuration fondamentale se situent dans un espace relationnel créé et offert précocement par les proches qui, tout en accompagnant la satisfaction de ses besoins, lui permet de le reconnaître comme un être différent d'eux. La communication des joies, des émotions, doit se faire en partage et non en fusion, dans le respect de l'enfant, dans la reconnaissance qu'il est un être fragile, certes, mais indépendant et futur adulte. Donc,
Juste distance implique pas trop de collage, mais aussi beaucoup d'apports tactiles. Du premier stade dans les tout premiers mois jusqu'à 9 mois, là, les contacts physiques sont très importants. Pour le bébé, il doit être tenu très souvent, porté, rassuré par le terme. D'ailleurs, il y a des associations comme Peau à Peau qui montrent aux mamans comment il faut le tenir, comment, même en Afrique, on prend des bandeaux, on prend des choses qui maintiennent le bébé très près du corps de la maman. Et maintenant, si les mères sont seules pour faire ces gestes-là, il y a des médiateurs, la maman a besoin d'aide, il y a des associations, il y a des professionnels qui peuvent aider à ces portages-là, ces gestes tout à fait élémentaires, parce que même si les mères aiment leurs enfants, elles sont parfois maladroites. À partir de 9-10 mois, l'enfant commence à comprendre que sa mère, que son proche peut s'éloigner et ne pas revenir. C'est la première angoisse qu'il ressent, c'est l'angoisse de séparation. Et il faut le rassurer, mais en même temps, il faut établir plus de distance pour faciliter l'autonomie tout en rassurant. Voilà. Alors, départ, puis sécurité sont importantes, mais en tout cas, contribuer à l'apprentissage de la marche et de la propreté. À partir de 2 ans, l'enfant comprend mieux que la séparation avec sa mère n'entraîne pas forcément sa disparition, sa mémoire se développe. L'entrée à l'école maternelle vers 2-3 ans est une étape importante dans le processus d'individuation. Bien sûr que se séparer de son entourage est quelque chose d'angoissant. Ils pleurent, les enfants de 2-3 ans pleurent en entrant à l'école maternelle, mais si ses parents ou ses proches sont détendus, cela va l'aider à se séparer et aller plus facilement à l'école. Vers 3-6 ans, il y a la découverte de la réalité extérieure. 3 ans, c'est une période d'opposition. L'enfant se dissocie du monde ambiant, il découvre qu'il existe une réalité extérieure, indépendante de lui, et dont il doit tenir compte pour arriver à ses fins. C'est le début de la socialisation. Cette mère qu'il a souvent confondue avec lui-même, il va s'apercevoir qu'il doit la partager avec son frère, ses sœurs. Il y a en même temps de plus en plus la découverte de son corps sexué et de son identité sexuelle. Il y a une prise de conscience de sa différence. Alors, l'intimité psychique, le petit enfant n'en a pas parce qu'il imagine que tout ce qui se passe dans sa tête est vu ou entendu par ses parents. Le moment où il découvre qu'il a une intimité psychique et corporelle, c'est justement à partir du moment où il découvre qu'il a un corps sexué différent de sa sœur ou de son frère. Donc ce moment-là est extrêmement important aussi pour son affirmation. Alors comment aider l'enfant, le jeune, à élaborer une sphère privée pour lui permettre de se construire positivement? Avant 2 ans, il y a nécessité de tous les contacts que nous avons cités précédemment. Les moments de toilette peuvent être partagés avec les frères et sœurs, notamment les bains, mais à partir du moment où il commence à marcher, à s'autonomiser, à grandir vers 2 ans, à ce moment-là, il a besoin de plus en plus d'intimité et les bains avec les autres sont déconseillés. De 2 ans à 5 ans, à ce moment-là, il a besoin de plus en plus de son intimité, mais de son intimité dans des espaces comme la salle de bain, comme sa chambre. Il est nécessaire qu'il apprenne d'ailleurs à faire sa toilette. Et dans sa chambre, s'il en a une ou s'il partage avec ses frères, en tout cas, qu'il ait des endroits bien à lui, où il peut mettre ses petits secrets. Même si ces endroits-là ne sont pas très importants, au moins lui constituer des espaces bien à lui de jeu, par exemple. Donc, il y a des conditions d'organisation matérielle au sein du domicile comme au sein des établissements ou des institutions
ou des écoles maternelles. La salle de bain est un espace d'intimité, évidemment, très important. De même que la nécessité d'avoir, par exemple, dans le jardin, peut-être, si on a possibilité, d'avoir des espaces à lui, ou un endroit ou un petit animal, ou des choses qui lui appartiennent. Donc il existe des règles qui régissent la pudeur, tant pour les adultes qui l'entourent que pour l'enfant lui-même. Cependant, ces règles ne doivent pas être exagérées et envahir le champ éducatif au point à parasiter les relations et à rigidifier l'enfant dans un système moralisateur excessif. Donc, à la préadolescence, bien sûr, il en est de même. L'enfant a toujours besoin d'espace bien à lui, de secrets. Et à l'adolescence, encore de plus en plus. Par exemple, l'adolescent est très gêné de voir ses parents nus devant lui-même, même s'il ne dit pas ses malaises. Pareil pour le sommeil. Le temps du sommeil, de l'endormissement, c'est un temps très important dans l'établissement de cette sécurité, première, que ce soit pour le bébé, pour l'enfant, comme le préadolescent. Et tout doit contribuer à ce que l'endormissement se fasse dans de bonnes conditions, d'où l'importance des paroles. On a des ados même qui sont très grands et qui sont très angoissés à l'arrivée de la nuit ou du soir et qui ont besoin de parler, de verbaliser, alors que dans la journée, ils se sont comportés comme des petits adultes. Donc ces moments-là sont très important, tant pour les professionnels que pour les parents, d'échanges et de moments de sécurité. Alors là, bien sûr, on peut mettre en place des espaces de parole, mais il y a aussi des contes, il y a aussi des rituels, même pour les pré-ados, il y a quelquefois des rituels qui peuvent beaucoup rassurer. Alors, il y a évidemment des théories en particulier du co-sleeping, de dormir, mais les spécialistes s'accordent pour dire qu'un enfant, même quand il est bébé, il doit dormir seul, il doit avoir son petit berceau, son petit lit. Et c'est d'ailleurs, les expériences le prouvent, dormir avec un bébé, dormir avec un enfant favorise la régression et ne résout rien. Elle rassure sur le moment, mais elle entraîne des espaces de promiscuité corporelle qui peuvent être à l'origine de blocages, de verrouillage, en tout cas d'arrêt d'évolution psychoaffective. Donc il est vraiment nécessaire qu'un enfant, qu'un jeune, qu'un ado ait son lit à lui. Et également ses jeux, ses peluches, etc. Et tous ces doudous dont il a besoin. Donc le respect de l'intimité de l'enfant ne va pas sans la reconnaissance de son identité. L'identité de ces jeunes, elle s'inscrit non seulement auprès des parents ou des substituts, mais elle s'inscrit dans une succession de générations. Et l'inscription transgénérationnelle, avec des contacts réguliers avec les grands-parents, avec les grands-tantes, avec la famille élargie, si ceux-ci ont prouvé qu'ils pouvaient être des modèles identificatoires valables, est plus qu'indiquée. Elle fait partie de l'identité et de l'inscription du jeune être dans une lignée. Et les troubles de personnalité qu'on peut constater chez de nombreux jeunes sont souvent liés à ce défaut d'appartenance familiale et de rupture. Quand on demande à un jeune, par exemple, qui est en prison, qui a commis des actes transgressifs, qu'on lui demande « mais qui était ton grand-père, ton grand-mère ?» il ne sait souvent pas répondre. Que faisait-il ? Il n'en sait rien. Donc retravailler aussi l'arbre généalogique, c'est quelque chose d'important. Être fils, petit-fils est important. D'ailleurs, au Canada, je crois que quand on dit un prénom, on ajoute celui du père et du grand-père, voilà, pour se situer dans cette transgénérationnalité.
Alors, cette identité familiale, elle est importante. N'oublions pas non plus une règle qui va vous paraître peut-être évidente là maintenant, mais qui est souvent transgressée à l'ère actuelle. C'est le droit d'avoir des relations avec ses deux parents. Deux parents, lorsque ceux-ci, évidemment, ont montré qu'ils pouvaient être des figures affectives et éducatives de bonne qualité. Et trop souvent, actuellement, les enfants, par des phénomènes d'emprise, à la suite de séparation, par exemple, sont privés d'un de leurs parents. Ça, c'est une condition qui peut nuire non seulement à leur identité, bien sûr, mais à la constitution de cette intimité si proche. Et des troubles, des perturbations importantes peuvent être développées. Et ce sont des phénomènes que l'on retrouve actuellement très, très fréquemment dans les phénomènes de séparation conflictuelle et de réorganisation familiale. Donc, comment peut-on définir l'intime ? On peut le dire comme le lieu à la fois psychique et corporel, le lieu, mais en même temps le lien, comme je l'ai dit, le lieu où se construit un espace bien à soi. Dans la famille, l'intimité est posée de pair avec l'interdit de l'inceste comme la loi universelle. C'est sur la base de cet interdit que pourra se composer les bases de la personnalité de l'enfant. Et les institutions, bien sûr, se posent garantes d'une fonction qui est de préserver les droits de l'enfant. Respect des parents, droit des parents, mais aussi protection de l'enfant contre toute ingérence. Tenir de la cape de l'intimité, c'est l'enjeu de nos professions. Alors, comment, sur le plan thérapeutique, évidemment, comment développer le sentiment de l'intime à ceux qui en ont été privés ? Parce que, évidemment, dans tous vos établissements, vous rencontrez certainement des enfants qui sont dans des situations abandonnées, qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces contacts. Il y a des défauts de holding, vous voyez peut-être aussi des enfants qui se balancent. Comment pallier à tout cela ? La contenance, les lois que nous avons évoquées sont des moyens de sécurisation. La contenance de l'établissement peut arriver aussi à pallier à ces carences. Mais aussi beaucoup de thérapies corporelles comme le sport, les activités physiques. On parle de plus en plus aussi de relaxation, de fait de apprendre à respirer à ces enfants qui ont été quelquefois étouffés psychiquement et physiquement. Donc ce sont des techniques qui visent à déstresser et des techniques aussi qui peuvent être aussi employées par les professionnels. Donc toutes ces techniques entraînent aussi une meilleure conscience de soi et des éléments de valorisation. Donc, restauration de la confiance corporelle par ces activités associées à tout le travail psychologique que vous pouvez faire. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je préfère m'arrêter. Peut-être interagir, avoir votre avis. Rassurez-nous, quoi qu'on fasse, le meilleur des parents fait toujours des bêtises. Il y a un livre qui vient de paraître et qui dit le bon parent, c'est vous. La meilleure mère, c'est vous. Hein. Donc, on fait toujours des bêtises. On fait toujours des bêtises. Bien sûr, c'est pas des bêtises, mais on est quelquefois maladroit et on a besoin Je pense qu'une relation parentale, une relation maternelle, paternelle, a besoin de médiatisation. Et l'avantage médiation. Médiation. Et l'avantage de certaines sociétés, c'est que justement, quand il y a un manque ou un trop plein ou un trop manque, il y a plusieurs personnes qui peuvent pallier à ces carences. Les éducateurs sont ces médiateurs. Donc des manques, des absences peuvent se réparer. Tout à fait. Vous avez confiance, le meilleur acteur d'une vie, c'est l'individu lui-même, c'est l'enfant lui-même qui trouvera ses réponses, qui cherchera ses réponses. On a parlé de résilience, on a parlé il est
L'enfant a des compétences, le bébé a des compétences. Hein, on a tous, l'adolescent, nous avons tous des ressources, des compétences. Les parents ont des compétences souvent qu'il faut aller chercher. Le mot aimer est le plus important, le mot amour, le mot respect. Je t'aime, j'ai de l'estime pour toi, tu dois avoir de l'estime pour toi. Tu es le plus beau, tu es le plus fort, avec des guillemets. L'amour ne suffit pas, bien sûr. L'estime de l'enfant va de pair avec un amour de qualité, une affection de qualité. Qui veut la parole? Le micro est à votre disposition. Donnez peut-être plein d'exemples où vous êtes très fort ou très démuni, où vous avez décodé quelque chose ou pas décodé justement dans votre vie personnelle ou professionnelle, de parents. Mademoiselle, madame. Moi, j'avais une petite question. En fait, je suis stagiaire éducatrice, donc je suis dans un centre maternel. Et comment, justement, là, vous parliez du contact physique très important pour le bébé. Comment il peut arriver à construire son intimité, justement, lorsque le contact physique ne se fait pas qu'avec la mère et avec plein de personnes différentes, justement? Toute stagiaire que vous êtes, vous avez un rôle extrêmement important dans une structure comme celle-là. Hein, parce que c'est vrai qu'on rencontre parfois des mamans un peu maladroites dans ces lieux-là. Et c'est là où on peut dépister justement les failles précoces. Et vous avez une extrême importance. Parce que j'ai remarqué que moi, dans ces établissements, effectivement, on s'occupe beaucoup des mamans, mais peut-être un petit peu moins des interactions mère-bébé. Hein. Donc c'est vrai que c'est extrêmement important de voir comment ces jeunes, souvent elles sont jeunes, s'y prennent pour porter leurs enfants. Donc ça veut dire les accompagner, leur apprendre à avoir des bons gestes. Et quand ça ne se passe pas, mademoiselle dit aussi sans doute que beaucoup d'autres personnes interviennent dans la relation avec le bébé. Est-ce qu'il peut se construire avec plusieurs personnes qui le portent à des heures différentes parce que 24 heures d'une journée, en professionnel, il y a plusieurs professionnels. Il y a à la fois trop peu et trop de monde, hein, parce que ces bébés peuvent passer de bras à l'autre. Hein, mais ce que vous me dites, c'est effectivement comment aider la maman à développer ses compétences et arrive elle-même à porter. Alors je sais effectivement qu'il existe, mais trop peu d'associations, comme que j'ai cité tout à l'heure, qui aident la maman dans ce holding. En tout cas, sensibiliser vos partenaires, c'est une chose très importante. Qui veut la parole? Allez-y, hein, c'est le moment. Monsieur? Vous vouliez la parole? Un petit commentaire de ce que vous avez entendu de Madame Lasbat. Mademoiselle, monsieur. Oui, c'était juste quand chez les personnes déjà adultes qui refusent la psychothérapie, comment les éducateurs peuvent les accompagner justement à combler toutes ces carences affectives? J'aime bien cette question, hein, parce qu'effectivement, en tant que consultante, on ne peut pas imposer la psychothérapie comme unique moyen d'accompagnement ou d'aide. Hein. Ces personnes-là, peut-être carencées, en manque, ont besoin d'apports, je veux dire, beaucoup plus... Dans la psychothérapie traditionnelle, on parle, on est apte à verbaliser. Et les personnes qui ont manqué de choses essentielles ne peuvent pas verbaliser ce qu'elles vivent. Hein. Elles ont besoin d'autres moyens, peut-être plus corporels, pour le dire. Et moi, j'ai cherché effectivement des moyens à ces jeunes ou souvent que je rencontrais en prison, parce que les magistrats nous demandaient quel moyen l'individu est-il réinsérable ou est-il accessible à une psychothérapie. Et moi, j'étais bien embêtée de répondre oui, certainement réinsérable, il a des ressources, mais qu'est-ce qu'on va lui proposer comme soin
il va se retrouver face à un psychiatre, devoir parler, il ne va pas pouvoir, ou ces personnes que vous citez ne peuvent pas parler. Alors c'est vrai que j'ai quêté, j'ai cherché les moyens. J'ai trouvé des choses intéressantes qui ne sont malheureusement peut-être pas assez répandues à l'heure actuelle. En particulier, j'ai trouvé des centres d'action sportive où on fait du sport, je veux dire, au niveau de la personne, des activités physiques où on se tape, ça peut être la boxe, ça peut être l'escalade, ça peut être le vélo, des choses très simples. On parle, on tombe, on se fait mal, et à partir de cette douleur ou de cette résistance physique, on va pouvoir verbaliser sur les émotions. Les premières psychothérapies pour ces personnes-là, c'est justement ça, c'est ce langage corporel et dire oui, j'ai mal, aïe, 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 j'ai pas fait le bon geste. Et à partir de là, on peut travailler sur les émotions. Donc, j'ai cité l'exemple du sport, mais je peux aussi citer d'autres exemples de pratiques corporelles où la personne en souffrance peut ressentir des choses très, très, très anciennes, très somatiques, corporelles, sensorielles anciennes, et puis verbaliser sur ce qu'elle peut ressentir. Non, la psychothérapie telle que vous la définissez n'est pas forcément une bonne méthode de soins. Il y a une question dans la salle d'à côté, parce que nous sommes filmés, oui. D'autres... Oui. Alors, comment mesurer le juste milieu? Alors, vous répondrez à la caméra au début pour faire un clin d'œil à la personne qui pose la question. Comment mesurer le juste milieu entre le trop et le pas assez d'affectif, d'éducatif? Et entre parenthèses, il y a la question du non. Comment mesurer le juste milieu entre le trop ou le pas assez? Bonne question. Question piège aussi. Alors, je reviendrai sur la réponse que j'ai donnée tout à l'heure lorsque vous me posiez ma question en tant qu'expert. Comment peut répondre le psychologue? On ne va pas avoir une appréciation, un jugement de valeur sur le travail de l'éducateur ou du parent. On va parler au nom de la personne, du sujet lui-même, de l'enfant, de l'adolescent, et voir ce qu'il ressent comme malaise, ce qu'il ressent comme vécu intrusif ou souffrance. Et c'est en cela que notre rôle peut être important, dans le sens où on peut décoder, où on peut donner du sens à quelque chose de somatique, une souffrance qui ne peut pas être dite en mots, ou en mots justes en tout cas. C'est là notre rôle. Et par là, on peut peut-être estimer le trop ou le pas assez, l'excès de contenance ou le manque de contenance, pour employer des termes techniques actuels. Alors vous sortez de votre rôle d'expert et vous répondez à la question. Oui, ben voilà, je veux dire, expert ou pas expert, le rôle de l'éducateur, du psychologue, c'est justement d'évaluer comme cela la souffrance, de décoder la souffrance. Et moi, en tant que parent, en tant que père ou mère, moi en tant qu'éducateur, un enfant qui vient trop s'accrocher à moi, un enfant qui ne crée pas le lien, à l'inverse. C'est d'apprendre peut-être à se décentrer de sa propre personne d'adulte et de se mettre au niveau de l'enfant et de voir l'adéquation de ses besoins avec ma réponse. Quand vous dites ça, on a presque l'impression que vous vous mettez à quatre pattes devant l'enfant, voilà, pour être à hauteur de son regard. Oui, d'ailleurs, dans notre établissement, on est souvent plus assis qu'au bureau. On est plutôt... Mettez pas de jupe trop courte dans ces cas-là, parce qu'aujourd'hui, vous vous ennuyez. On a des jeans. Qui veut la parole? Qui veut poser une question? On est souvent à quatre pattes, effectivement. Madame? Oui, bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir comment je peux faire pour avoir plus de compétences envers mes enfants. Déjà, le fait de poser la question est important et veut dire beaucoup. Le simple fait de poser la question, c'est dire comment je peux être aidée, comment je peux avoir l'estime de moi-même, comment répondre.
Je pense que maintenant, on a beaucoup de dispositifs qui nous permettent justement de nous aider et d'y voir clair. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à... Tout, c'est de trouver la bonne personne, pas forcément le thérapeute, mais une personne en qui on a confiance. Ce que j'entends... Vous voulez peut-être reprendre la parole, madame? Oui, parce qu'actuellement, moi, avec mes filles, je n'arrive pas à avoir de... Moi, je vais vous dire ça, avoir plus de relations avec mes 2 filles. Donc, pour moi, c'est un peu dur. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Elles ont quel âge J'en ai une... J'ai ma fille Victoria qui a 13 ans. Et ma dernière, elle a 10 ans. Vous avez eu un accompagnement? Vous avez sollicité une aide ou quelque chose? Vous êtes non. Vraiment... Non, vous êtes... Non, pas apparemment, non. Non, vous êtes... J'ai essayé de faire une thérapie familiale, mais c'est vrai que pour moi, je n'ai pas voulu accepter sur le coup. Pourquoi? Parce que je n'avais pas tellement confiance dans tous les côtés là. Moi, je vous propose de sortir un petit peu de votre histoire, quitte à ce que vous vous revoyiez tout à l'heure à 2 pour discuter. Ce que j'entends là, c'est comment, quand moi je veux donner à l'enfant et que l'autre refuse, comment créer le lien. Enfin, c'est ça, c'est comment dire à mes enfants, à mes filles pour votre exemple, je vous aime, et les autres, elles n'ont qu'une envie d'entendre, c'est ça, sans doute. Voilà, mais vous le dites sans doute exactement comme ça les exaspère, et puis elles vous font le pied de nez, et plus si mésentendent, quoi. Voilà, je ne sais pas comment faire envers mes enfants du côté là non plus. Alors, est-ce que c'est thérapie familiale? Est-ce que comment la maman, comment les filles, qui est le médiateur dans ces cas-là? Et sortons de votre exemple qu'on peut revoir après. Moi, je pense que déjà une simple consultation pourrait vous dire si justement la thérapie peut être familiale ou de quel type d'aide. Voilà, tout simplement. Dans un premier temps. Ne pas rester seul. Surtout ne pas rester seul avec cette question. Ne pas attendre. Hein. L'estime de soi, alors je ne parle pas pour madame, mais je ne suis pas... Elle me refuse, donc je ne suis pas capable. Et je rentre dans un cycle de mésestime de moi. Tout à fait. Comment sortir de cette spirale? Oui, mais je pense qu'il faut... il y a beaucoup de lieux de consultation où on peut en parler et trouver une solution adéquate en fonction de la problématique des filles. Et si en plus de ça, je n'ai pas de boulot et que je suis en mauvaise santé et puis je grossis... Il y a des réponses, de toute façon, il y a des réponses, mais il ne faut pas rester seul. Hein. Et puis... si on peut aussi avoir une consultation et ne pas avoir de réponse et taper à une autre porte aussi, hein, ça peut se faire comme ça, en tout cas, ne pas rester seul. Ne jamais, et taper les portes tant que... Taper les portes jusqu'à il y a des solutions, il y aura. Le simple fait de venir ici de poser cette question, c'est déjà un grand pas en avant et une volonté de... Et j'ai envie de dire, je regarde madame, elle a un pull à col roulé jusque-là, si elle apprenait à respirer... Ah ben voilà. Vous enlevez votre col roulé pour toujours, là. Voilà, d'abord la relaxation. Déjà, vous ouvrez tout ça. Non, mais vous n'avez pas sûr. Non, mais c'est un clin d'œil, mais peut-être, je ne sais pas. Qui veut la parole? Bonjour. Bonjour. En tant que parent, je voudrais savoir comment faire avec son enfant, pour ça, sachant que, je parle de mon enfant à moi, qu'il ne se dévoile pas en fait. Il garde tout pour lui et il ne se dévoile pas. Mais il a des problèmes à l'intérieur. Quel âge il a 10 ans. Il est un petit peu secret. Il est très secret. Très secret. Et est-ce que vous avez vu, on va pas non plus, mais est-ce qu'à un moment donné, il est devenu secret ou ça a toujours été un enfant Il a toujours été secret. Ça aussi, c'est une observation d'une maman qui voit qu'il y a un malaise et que donc il y a des enfants qui sont plus introvertis de nature que d'autres. Il y a des enfants, ça c'est la nature de l'enfant. Maintenant, les enfants peuvent utiliser d'autres moyens pour dire les choses. Est-ce qu'il joue, par exemple? Est-ce qu'il va dessiner ou est-ce qu'il va non, il peut s'exprimer autrement qu'en parole. Est-ce que Ce matin, on a vu dans les jeux combien, enfin dans les sets, combien la famille qui était apaisée dialoguait, discutait, jouait ensemble, privilégiait des moments de complicité qui sont peut-être très anecdotiques. Et tout d'un coup, paf, on est à deux, on fait la cuisine et puis on parle peut-être, etc. Est-ce que c'est pas des moyens de multiplier ces instants un petit peu de complicité
Et si c'est pas suffisant, faut-il encore, à qui faut-il se confier? C'est vrai qu'il y a des enfants qui parlent peu, même avec des parents tout à fait spontanés. Hein, c'est leur nature. Donc, en échange, on ne va pas leur dire « tu parles hein ». On va trouver d'abord qu'est-ce qui t'intéresse. Est-ce que c'est le sport? Il y a toujours un moyen pour accrocher les enfants. Et même quelquefois, ça peut être le jeu vidéo. Ça peut être. Il y a toujours un truc. De toute façon, ça peut être un animal, ça peut être une sortie dans la nature. Et on va trouver toujours quelque chose qui va l'accrocher, ou un chat, ou un chien, ou. De toute façon, il y a toujours quelque chose qui va accrocher l'enfant. Et c'est pas par une communication directe que ça va se passer. C'est par le biais du cheval ou de l'eau ou de quelque chose comme ça qu'on va pouvoir dialoguer. En tout cas, ce ne sera peut-être pas un médiateur, mais ça sera un objet, un lieu, la fabrication, une activité. Une activité d'abord. Et puis au début, il ne va pas aimer, puis finalement, il va finir par aimer. Hein, mais pour oublier. Il va aimer, il va, comme les jeux de société, comme les jeux, même les copains, même le foot, mais c'est pour dégager, mais pas pour moi. Mon problème, c'est que je ne sais pas ce qu'il ressent vraiment à l'intérieur. Oui, mais c'est pour s'évader, en fait, faire un... Vous allez peut-être pouvoir, peut-être pas dialoguer avec lui, mais l'accompagner dans cette activité, même s'il dit rien. Même s'il dit rien, je connais des grands-parents qui avaient un petit-fils qui fuguait, qui était très, 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 très difficile et qui ne parlait pas. Il parlait pas. C'était le problème. Il allait voir un psychothérapeute, il disait rien du tout et ça n'accrochait pas. Eh ben, le grand-père, il avait remarqué qu'il aimait bien faire des tours en voiture. Visiter. Et ce grand-père-là avait remarqué que l'ado se sentait bien dans la voiture. Et il m'avait raconté qu'il faisait comme ça des kilomètres et des kilomètres avec l'ado sans parler. Mais au moins, ils étaient à deux dans la voiture. Et puis l'adolescent, il découvrait des choses qu'il aimait, puis petit à petit. Mais le grand-père avait fait des kilomètres et des kilomètres dans une voiture sans parler. Et puis après, ça a déclenché quelque chose. Hein. Donc, c'est pas facile. Mais on fait avec. On fait avec. On peut faire un gâteau sans rien dire, finalement. Mais après, on voit le résultat. Et ça ne peut pas jouer sur son adolescence. Il a 10 ans, donc préadolescence. Je veux dire, parce qu'il a beaucoup en lui. Oui, mais il aura senti qu'au moins, il y a sa maman qui aura compris qu'il y avait quelque part une souffrance. Hein. Même s'il n'y a pas de mots d'échanger, il a senti que sa maman était là, même si c'est difficile pour la maman. Pour les proches. Faire avec, je dirais, faire avec. Et vous confirmez que, enfin, le professeur Titran dit toujours que la maman est toujours la meilleure maman du monde pour cet enfant-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Même si c'est dur, même si le dialogue ne se passe pas. Même si c'est dur. Même si, etc., etc. Donc faire avec, prendre le temps, avez-vous le temps, etc. Et se faire aider, etc. Du mot comme thérapie, psychothérapie, ça peut être des gros mots quand on... C'est peut-être, nous avons, professionnels, notre conception de la psychothérapie. L'enfant, ils ont la leur, hein, qui est pas forcément la nôtre. Hein. Donc... mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont thérapeutiques dans la vie, autre que la psychothérapie. Du temps, merci. Du temps.